Bonjour Monsieur Phelps. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera d'assurer l'émission « Je vous demande de vous arrêter » du 12 mai 2025. Si vous ou l'un de vos agents se retrouve à avoir des quintes de toux ou devenir aphone, le département d'État ainsi que Westrack Radio et son directeur Mathieu n'iront avoir eu connaissance de vos agissements. Bonne chance à vous. Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter. Et là, ce soir, à Westrack Radio, pour cette nouvelle édition, je crois que c'est l'épisode 132, les amis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ciao. Philippe. Bonsoir à tous. Laurent. Bonsoir. Et Alain. Bonsoir tout le monde. Et Alain qui nous réalise avec Mathieu qui est à proximité. Oui, qui surveille quand même. Qui va nous laisser d'ici quelques Oui, il y a toujours intérêt. Je prends de plus en plus de distance. J'ai confiance en Alain. Alain, je crois en toi. Mais- merci, c'est gentil. Mais nous aussi. Je sais pas s'il a raison. Mais si, là, t'as Non, envoyé en toi, TOIT. Oui, oui. Alors là, je comprends mieux. Ouais. Je comprends mieux. En tout cas, ça fait plaisir de. Là, c'est sa deuxième à Alain, faut le saluer. Ouais, Ah ouais. oui, quand même. Hein. Enfin, on va dire une et demie parce que la dernière fois, il n'était pas tout seul du tout. C'est vrai. Là, il va quand même être tout Mais seul quand la même- plupart du temps. Mais quand même, j'ai pas foiré. Quand même. Hein. Mais C'est vrai, c'est vrai. Là, on va essayer d'assurer un max. T'as 1h30 pour foirer. Oh, voilà, c'est ça. Bah, on va essayer de faire son Non. foirage. Non, la dernière fois ça s'est bien passé. Mais il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien cette fois-ci. Merci. Et puis là, ce soir, il y a un niveau musical. J'ai découvert quelque chose, c'est Alain, c'est le choix d'Alain. Ouais. C'est vachement sympa. Enfin, tu découvres un truc grâce à moi. Ouais, Ah, bien c'est sûr. quand même énorme. Je croyais que tu allais dire enfin, tu découvres quelque chose de bien grâce à moi. Non, j'irai pas jusque-là. Mais je suis surpris que tu savais pas. Ah non, je ne savais pas que. Mais non, mais c'est- Alain ne nous donne jamais ses titres à Ouais, l'avance. ça fait qu'on Jamais. on sait jamais. Donc, Ouais. mais là, je suis surpris quand j'ai lu l'artiste qu'il avait choisi. D'ailleurs, je savais qu'il était comédien, Ouais. mais de là à pouvoir chanter, à avoir un groupe même, il a un band. Ah oui. Mm. Ah oui, et puis fameux, hein, quand Ouais. même. Hein. Oui. Ouais. On On va va- découvrir ça tout à l'heure. Ah, hein. mais exactement, ouais, tout à fait. Hein, Non, on c'est spoil pas- pas, on spoil pas les titres d'Alain, s'il vous plaît, quand même. On va pas commencer par Voilà. les chansons quand même. Ça nous est déjà arrivé de le faire, mais non. Non, là, il y a 2 sujets ce soir. On va commencer par le premier, c'est l'élection du pape. Ouais. Abemus Ça- papam. Ah oui, ça étonnera tout le monde hein, qu'on parle Le- du pape hein, quand même. Le pape Léon XIV. Ça fait Ouais. beaucoup, hein, quand même, 14. Bah oui, 14. Bah oui, mais enfin, tu sais, il y a eu Jean 23 alors. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Jean 23, ça fait une somme hein, quand même. Hein. Bon, alors, en tout cas, le pape Léon XIV, donc il a été élu pape le 8 mai 2025. Mhm. Et Ouais. c'est lui qui a choisi le A nom été nommé, de Léon c'est- XIV. C'est nommé. Je pense pas qu'on peut parler d'élection, mais bon, voilà. Non. Bah, oui. là, dans le papier que j'ai, quand même sur l'Église catholique en France, Mhm. ils ont fait la biographie du nouveau pape, donc il est d'ailleurs le cardinal américain Monseigneur Robert Francis Prévost, et ils disent qu'il a été élu pape le 8 mai 2025. C'est pour ça que je dis ça, Ouais, ouais, non, mais. mais peut-être qu'effectivement il y a un autre mot qu'il faudrait employer, je ne sais pas. Alors, à une époque, il parlait même de couronnement, et ça a été abandonné il y a quelques pontificats, on va dire. On disait pas que le pape avait 3 couronnes par rapport à un roi traditionnel. Parce que ça, je l'ai très longtemps entendu. Bah, possible, parce qu'il a la couronne de pape, il avait la couronne de pape, la couronne en tant que. Comment dire. Il a un pays, le Vatican, quoi. Enfin, Ouais, voilà. L'État. Ouais, L'État, ouais. voilà, Ouais. merci de chercher le mot. C'était Oui, pourtant car- pas très Faut pas compliqué. oublier que c'est un chef d'État. Hein. Ouais. Ah, c'est un Ouais. chef d'État, puis après, le chef de quoi Chef de l'Église, chef d'État. Représentant de Dieu sur Terre. Oui. Mhm. Ouais. Non Ouais, c'est vrai. ouais, Pendant ouais, très ouais. longtemps, c'est ce qu'on disait. On l'entend plus, ça. Non, on l'entend plus. Donc Il a du tellement boulot, hein. d'actualité, hein. Il a du boulot aussi, c'est ça. Ouais. Oui, il y a beaucoup de travail. Et, par contre, j'ai appris un truc, je sais pas, vous le savez peut-être. Vous savez d'où vient la maman du pape? Du Oui. Havre. Elle vient Du du Havre. Havre. Ouais. Du Ah, Havre, non. oui. La grand-mère, Pas la la grand-mère. la La grand-mère. grand-mère. La La grand-mère, la grand-mère. Ouais, la grand-mère vient Et, du Havre. et j'ai même lu, mais bon, ça n'a pas été confirmé, qu'il aurait peut-être des liens de parenté avec notre mère.
Oui, Non, oui, ça a mais il est été pas dit. du- Oui, il- ça a été dit. Il est pas du Ouais. Havre, Eduardo. Non, il Bah, peut- ça empêche non, pas. Non, non. Ah, il aurait des liens. Alors avec, peut-être, c'est pas confirmé, mais je vais me renseigner. J'ai mes D'accord. sources. Ah, il a ses sources. Oui. Ah, Monsieur Philippe, pouvez-vous appeler Westrack Radio pour nous dire si effectivement vous faites partie de la famille du nouveau pape Voilà. Léon XIII 14. 14. C'est- T'as du mal à t'y faire, hein, si, quand ça, même. si hein. ça peut t'aider, tu fais Léo croix V bâton. Ou croix bâton. Non, roi bâton V. Croix bâton V. Ouais, croix bâton. Oui, oui, c'est ça, ouais. Je pensais à Henri XVI, alors forcément. Ouais, mais non. Mais non. Donc on voulait parler du conclave, mais pas que, parce qu'il y a plein d'histoires. Ah autour oui, il y a de ça. plein de trucs à dire sur. Alors tu sur démarrais le- par quoi, Philippe? Bah moi j'ai envie de parler d'abord de peut-être un petit peu historiquement parlant le conclave, ce que c'est quoi. Oui. Hein, vous savez, parce que ça n'a pas toujours été un conclave. Vous savez comment ça se faisait avant Bah, à coup de massue. Hein. l'élection. À coup de massue, c'était celui qui tapait le plus fort Alors et qui c'est- s'en sortait. Il y a très peu d'écrits sur ce qui se passait avant, mais bon, au début du christianisme, selon la tradition et d'après les plus anciennes sources romaines, l'apôtre Pierre a choisi ses successeurs avec les papes Lin, Anaclée et Clément Ier. C'est le pape qui désignait le suivant en fait. C'est ça. D'accord. Oui. Et puis ensuite, ça a été un peu plus le bordel. Je veux dire. Disons-le. Parce qu'il y a eu des élections qui se faisaient comme ça. Il y avait une règle, mais a priori qui n'était pas toujours suivie. Donc un jour, il y a un pape, je crois que c'est Nicolas II. Parce qu'en fait, c'est beaucoup les politiques derrière, les chefs d'État, les rois, qui mettaient un peu leur grain de sel dedans et parfois ils éliminaient certains candidats, Oui. certains cardinaux qui leur plaisaient pas et du coup, il en restait que quelques-uns, donc c'était vite fait quoi. Et donc Nicolas II, pour éviter l'ingérence des chefs d'État, il a décrété que le pape serait désormais élu par les seuls cardinaux évêques et que l'approbation impériale serait abolie. Et que son élection, ça marque le début de son pontificat. Et donc ça s'est fait en 1179. Ah oui. Mais Ça date pas d'hier. Bah non. Mais ça a posé d'autres problèmes. Ça a posé d'autres problèmes parce que ce qui s'est passé en 1271... Il s'est passé- il s'est passé un truc. Non, il s'est pas passé un truc, c'est que Ah non. Grégoire X a été élu après plus de 3 ans Ah oui, exact. Exact. De conclave. Ouais. Enfin non, ça s'appelait pas le conclave Ouais, justement. ouais. Non. Mais bon, on va dire de conclave, ça sera plus simple. Et du coup, à un moment, il s'est dit stop, il faut arrêter là. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment ce conclave où les cardinaux se sont enfermés. Vous savez ce que ça veut dire, conclave d'ailleurs? Oui, je sais, mais vas-y, dis-nous. Bah non, vas-y, dis-le. Non, je veux mais pas pour moi, c'est enfermé à clé. quelque Oui, c'est part. ça. C'est un ça. peu ce truc-là. C'est exactement que je le retrouve. C'est ça. Ok. Ah, c'est excellent ça. Non, voilà, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est exactement ce que disent les papes. C'est là. C'est une pièce fermée à clé. Voilà, c'est ça. Il te manquait un mot. Oui, c'est là-haut. Laurent ne s'en remet pas. Là. Alors, j'explique aux auditeurs. Là-haut, c'était en haut de la page. Tu gâches tout, Philippe, tu gâches tout. Non, du tout. Et donc, à partir de 1271, le conclave s'est mis en marche, s'est mis en place. Alors, il y a eu des ratés quand même, parce qu'il y en a un qui l'a aboli, qui a enlevé ça, qui l'ont remis. Enfin, voilà, il y a eu... Et donc, maintenant, ce sont les cardinaux qui ont plus de 80 ans. Ceux qui ont moins de 80 ans, pardon. Ceux qui ont plus de 80 ans ne peuvent ni élire, ni être élus. Et en général, jusqu'à présent, ils étaient limités à 120, mais cette fois-là, ils étaient plus de 120 à avoir moins de 80 ans. Donc, oui, vas-y. Par rapport à l'âge, il y a une petite polémique. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Polémique. Et Victor. Oui, bien sûr. Parce que effectivement, tu le disais, il fallait avoir moins de 80 ans pour Ah oui. pouvoir voter. Oui. Or, le cardinal
burkinabé Philippe Ouédraogo, donc qui est l'archevêque de Ouagadougou. Il pose question, cet archevêque, Oui, tout à fait. parce que dans l'édition 2024 donc, de l'annuaire pontifical, il y a un annuaire, il est pour les indiqué appeler. qu'il est né le 25 janvier 1945. Et donc, de ce fait, il n'était pas électeur, il ne pouvait pas élire le pape. Mais il a ressorti une nouvelle carte d'identité. Comment tu veux croire en Dieu après toutes ces conneries? Émise, alors en 2025, qui est dit qu'il est plus né le 25 janvier, il est né le 31 décembre 45. Donc comme il avait une nouvelle date, là il pouvait voter. Il avait que 79 ans pour participer donc au conclave. Alors lui, il explique ce changement par le fait qu'il est né à la maison. Et qu'il a été enregistré par l'état civil. Donc voilà, ça fait partie des polémiques qu'on peut avoir. Mais de la même manière, je crois qu'il y en a un qui a pris 80 ans, je crois, le jour ou le lendemain de la mort du pape. Ouais. Alors c'est fini pour lui. Alors du coup, je sais pas, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Alors de quelle date tient-on compte, celle de la mort du pape ou celle du jour de l'élection Même, le jour de l'élection. C'est le jour de l'élection, il doit pas avoir 80 ans. Le jour du début du conclave, c'est à ce moment-là qui est normalement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, il y a quand même pas mal de polémiques là-dessus. Celle la plus connue, celle d'Emmanuel Macron. Ah, vas-y. Qui soi-disant aurait. Alors, ça a été dénoncé comme étant un faux, un fake, comme quoi il aurait tout fait pour faire élire un Philippe. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais. Ah non, moi j'étais pas candidat, moi. T'en aurais fait un drôle de donc pape. Il aurait voulu élire l'archevêque de Marseille, je crois. Oui. Et effectivement, tout le monde a accusé Macron de vouloir faire un peu de prosélytisme pour la France. Et ça a été dit que c'était totalement faux. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais je pense sincèrement que tous les chefs d'État ont mis leur petit grain de sel là-dedans, ont peut-être parlé en disant tiens, lui il est bien, il est pas mal, je pense que ça serait bien. Sauf que depuis justement alors je crois que c'est Jean-Paul II qui a mis ça en place aussi, mais déjà depuis 1100 et quelques, les États respectifs n'ont plus le mot à dire, n'ont plus leur mot à dire, de toute façon. Normalement, ils peuvent donner leur avis, on les empêche pas de donner leur avis, mais ça ne sera pas pris en compte. Tu crois que les cardinaux ne subissent pas le lobbying ? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, mais tu sais. Alors oui, pour revenir tout à l'heure à l'élection du conclave, parce que ça avait duré vachement longtemps quand même, et la fois d'après, ils leur ont dit, et ça a été fait, c'est que ils les ont enfermés, donc dans la chapelle Sixtine. Alors non, ça devait pas être la chapelle Sixtine à l'époque, mais ils les ont enfermés dans une pièce. Et comme ils avaient arrêté ce fameux conclave, j'ai dit que il y avait eu un peu des allers-retours. Ça avait été à nouveau très long. Et et comment dire, ils leur ont dit voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, on vous met à l'eau, au vin et au pain. Et puis tant que vous n'êtes pas sortis, vous serez à ce régime-là. Et à un moment, ils ont même enlevé le toit du bâtiment pour qu'ils aient les intempéries et tout. Ils restaient enfermés dans cette pièce jour et nuit, tous ensemble. Donc là, ils ont pris une décision. Ils ont élu une douzaine de membres qui allaient élire le pape. Et là, ça a été plus facile, quoi. Mais il y a eu des périodes hyper folkloriques à ce niveau-là. C'était... Oui, ça a été une sacrée histoire quand même. Alors, ce que je crois, c'est que depuis ces temps agités, la durée des conclaves quand même a baissé et de plus en plus, Philippe, je pense que... c'est pas qu'elle a baissé, c'est que... oui, évidemment, mais je veux dire, là, moi, si je prends depuis 1922, là, j'ai retrouvé un document qui part de 1922 avec Pie 11 au croix-bâton, si vous voulez. Ça a été le plus long conclave, 5 jours. Oui. Ah oui. Oui, Par contre, même. 14 de scrutins quand même. Oui. En 39 avec Pie 12, ça a été 2 jours, 3 scrutins, hyper rapide. Ouais. C'est 2 scrutins par jour. Alors, c'est un le matin, un l'après-midi. Alors non. Cette fois-là, j'ai entendu que quand ils se sont enfermés vers 16h
le premier jour, et il y a eu un scrutin le soir, et le lendemain, je crois que c'était 2 le matin, 2 l'après-midi. Oui, alors t'as peut-être raison, oui. C'est 2 le matin, 2 l'après-midi. En 1958, le 28 octobre 58, Jean 23 a été élu en 4 jours et 11 scrutins. En 63, Paul VI, 3 jours, 6 scrutins. Le plus rapide, Jean-Paul Ier, 2 jours, 2 scrutins. Bah, ça a été le plus rapide aussi dans son pontificat. Hein. Oui, tout à fait. Il a fait 30 jours. Il a fait, oui. Ça a été rapide, oui. Après Jean-Paul II, il y a eu 8 scrutins en 3 jours. Et puis là, notre pape actuel, c'est 2 jours, 4 scrutins. Je vais pas tous vous les dire. Ouais, ce qui est plutôt rapide. C'était assez rapide, ouais. Alors en fait, on parlait de polémique tout à l'heure. Bah, la plus grosse polémique, vous la connaissez, c'est toutes les affaires judiciaires. Oui. Accusations, donc, viol, harcèlement sexuel, agression sexuelle sur mineurs. Et en fait, c'est vrai que l'archevêque émérite de Lyon, donc Philippe Barbarin, pardon. Il avait cette casserole, quoi. Philippe Barnabé, c'est pas le même. Non, absolument. Et donc, c'est effectivement le problème. Et d'ailleurs, ce problème, il est redondant avec le pape, parce que ce qu'on a reproché au pape Léon, c'est que, et je crois que ça se passait au Pérou, c'est qu'il n'a pas statué sur les problèmes d'agression sexuelle qu'il y avait avec les gens de l'Église. Donc, il n'y a eu aucune condamnation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui au pape. Ce qu'on reproche à l'Église en général. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, on a attendu qu'il soit élu pour pouvoir sortir cette belle affaire. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une anecdote aussi. Alors, on a dit que le nouveau pape Léon XIV aurait choisi son nom de pape grâce à l'intelligence artificielle. Oui, alors c'est pas vrai. Ça a été dit. Alors moi je pense que c'est pas vrai du tout. Mais par contre, il est de fait que c'est un pape. Enfin, quand il était cardinal, il s'est énormément intéressé à l'intelligence artificielle. Ah, je croyais que c'était à Léon Zitrone. Non, c'est pas Zitrone. Non. Paix à son âme. Donc apparemment ça l'intéresse énormément. Mais j'y crois pas à cette histoire. Ah non. Qui s'y intéresse c'est une chose, mais qu'il ait choisi son nom, non, moi j'y crois pas une seconde. Hein. Alors non, parce qu'il a choisi son nom, il a choisi Léon. Parce qu'il allait même à la messe. Pas tout à fait. Moi, je pensais que c'était en hommage à Léon Zitrone aussi. Non, c'est en hommage à Léon XIII, qui a été pape de 1878 à 1903. Il a eu d'ailleurs un pontificat très long de 25 ans et 5 jours. Et 5 mois, pardon. C'est pour ça. Et lui, ce fameux Léon XIII, a énormément œuvré pour le côté social dans l'Église, pour justement qu'il y ait un accompagnement social de l'Église envers les pauvres, etc. Et il a mis en place d'ailleurs toute une charte là-dessus, et comme notre bon nouveau Léon est taxé aussi là-dessus, et il a choisi le nom de Léon XIV. Comme l'était son prédécesseur. Tout à fait. Ouais. Donc, il a fait de beaux discours, il a dit qu'il fallait pas la guerre, que quand il pleuvait, ça mouillait. Quand tu tues quelqu'un, c'est caca. Voilà. Non, mais voilà. Mais après, ça pose question sur autre chose. Ça pose question sur quelle est la valeur du pape sur l'échiquier géopolitique. Alors, je vois pas, moi. J'arrive pas à voir parce que, en fait, le monde aujourd'hui vit des moments plutôt difficiles. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Un peu partout. C'est peu dire. Oui. Et quelle est la valeur du pape là-dedans ? Je sais pas. Je pense qu'il a un certain poids auprès des pays en développement. Très axés sur la chrétienté. Oui. Voilà. C'est souvent des pays en développement. Pas forcément. Mais... Tu prends les États-Unis, ils sont quand même voilà. Oui, mais... Et les premiers mots du pape quand même, ça a été qu'il déplorait le manque de foi au profit de la technologie, de l'argent et du succès. Donc il n'a pas choisi son nom avec l'IA. Non, tu vois. Tu vois. Non, mais c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Alain tout à l'heure. Tout à fait. Et ça a été parmi ses premiers mots, et je me suis dit, tiens, il y en a un qui en prend plein les dents là. Alors on aurait pu penser
que Donald Trump aurait été vachement content que ce soit le premier pape américain. Alors, il a été obligé de dire qu'il était content parce qu'il était américain, mais du coup, il est pas très content quand même parce qu'il aurait préféré un autre. Oui, voilà, c'est ça. Bon, puis, Et l'autre, c'est qui? C'est l'archevêque de New York. Ah, Ouais, c'est ça. Timothy Dolan. Il faut pas oublier que Léon XIV, il est un peu plus péruvien en fin de compte qu'américain, même s'il a la nationalité. Il a fait. Il est pas plus, il est autant, je dirais. Ouais. Alors vous avez entendu quand même les dernières facéties de Donald Trump par rapport à l'élection du pape. Non. Bah en fait, remarque, il est à l'aise dans ses baskets, hein, moi je trouve. Hein. Il affirme en plaisantant le 29 avril qu'il se verrait bien pape. Bah oui, Bah, ça J'aimerais n'a rien pape. d'étonnant. Hein. Voilà, ce serait mon choix d'être pape. Et il va même mettre sur son réseau social Trousse, Oui. pas celle qu'on utilise à l'école, hein, Non, bien sûr. que il va mettre la photo de lui. Là pour le coup, c'est l'IA qui va travailler, qui va le mettre en pape. En c'est pape, ça. ouais. Moi, je trouve ça un peu léger. Je trouve quand ça même, un peu honteux, moi-même. Oui, mais de la part de Donald Trump, Oui. On n'est pas étonné, quoi. Hein, donc. Non, mais il va au bout. Il va au bout de la démarche. Il est dans l'outrance en général, voilà. Donc, faut courber le dos et attendre que ça se passe. Hein, voilà, je dirais. Alors, on a un pape qui est jeune, hein. Il a Oui. 69 ans. Oui, c'est un bon chiffre en plus. Oui. Il est fait pour durer. Oui, tout à fait. Il est fait pour durer. Vous savez quel est le pape qui a duré le plus longtemps Non. C'est Jean-Paul II, non? Non. Ah. Non, il y a eu mieux que lui. C'est Pie IX. Non, pas Pie VII. Peanuts. C'est Peanuts. Jean-Paul II, c'était quand même 26 ans, 5 mois et 17 Ah, jours. on est coupé là. Oui. Moi, je m'entends plus. Là, il y a toujours du son. Et puis moi, je t'entends. Voilà. Donc, Bon, on nous entend, mais moi, je m'entends petit, plus. petit problème de casque, notre ami. Non, mais là, Philippe, c'est tous. ouais. Donc, Pie IX, de 1846 à 1878, 31 ans et 8 mois. Et en deuxième, effectivement, c'est Jean-Paul II, de 1978 à 2005, 26 ans et 5 mois. Et combien il a fait de temps, le précédent? Celui qui est avant Jean-Paul II? 31 ans Ah ouais. et 8 mois. D'accord. Ouais, mais c'est bizarre parce que nous, on s'entend plus dans les casques. Voilà, on n'a pas de retour. On n'a pas de mais retour vous du passez tout. très bien. Ah bon, Voilà. d'accord. Tout se passe Si bien. Alain heureusement. le dit, c'est que tout va bien. Bah, attends, j'enlève un côté parce que du coup, je vous entends pas. moi. C'était grosso modo ce qu'on avait à dire Voilà. sur le Bon, conclave. on va faire une première Alors, pause. Hein. Le conclave, question, vous avez vu le film ou pas? Non. Non, Non, il faut le voir. non. Alors, moi, j'ai juste je l'ai vu, entendu je suis dire allé que le voir film est aussi. formidable, Comment sauf la fin. La fin est assez étonnante. On va Mais- pas spoiler. Mais hein. les films voient que même dans un milieu, on va dire, où les gens sont éclairés et des gens, c'est très vers la grâce de Dieu, ils n'hésitent pas à se faire des coups de pute quand même entre eux. Bien Ah sûr. bah. Ça Dans le t'étonne film Conclave, c'est ce qu'on voit. Hein. Philippe, grosso modo, c'est ce qu'il nous a expliqué. Ouais. Les temps avant, pour élire un pape, ça prenait un temps fou, parce Ouais, qu'en ouais. fait, ils s'entendaient pas. Hein. Ouais. Et puis, il y a eu même une période où on pouvait élire un pape par acclamation. Ah oui. C'est-à-dire que si la foule criait le nom d'un pape, clac, il était élu, quoi. Le nom d'une personne, il pouvait être élu pape. Et à la limite, même s'il n'était pas éligible, quoi. Favori, oui. Et, À la main donc ça, levée. c'est abandonné depuis quelques années, ça. Hmm. Voilà. Ok. Bon, bah Donc, voilà. il faudra voir le conclave aussi, pareil. Bah, le film est très bien. non, mais... Il avait diffusé au Sirius pour ce qui concerne le Havre. mhm. Je crois qu'il avait été retiré parce que l'exploitation était terminée. Et sauf erreur de ma part, il avait été remis sur quelques séances. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y est encore. Mais c'est vrai que toute cette histoire, Sur le Havre, je crois pas. En toute honnêteté, je ne je pense crois pas. que le Sirius ne le diffuse plus. Je ne crois pas. Voilà. C'était le Sirius, effectivement, qui était le dernier à passer conclave. Mais il a très bien marché, ce film. Hein. Ouais. Très bien marché. Ouais, tout à fait. Mais bon, il Donc, reste... dès que ça sort, conclave, allez-y. Exactement. Et puis là, c'est le moment de faire une pause musicale. Alors, on avait plus ou moins dit, voilà, vous l'avez compris, c'est un comédien, mais qui est chanteur. On n'en dit pas plus, et c'est Alain qui va nous présenter ça juste après. Voilà, juste après, exactement. Musique. Musique. Every time we say goodbye,
I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every single time we say goodbye. Salut, c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Je la voyais arriver gros comme une maison, la connerie. Voilà. C'est gros comme une maison, hein. Voilà. Non, mais c'était très bien. Non, mais avouez mais que vous avez kiffé quand même, hein. C'était très chouette. C'était très chouette. Voilà. C'est une ambiance vraiment très paisible. Donc on va dire quand même qui c'est. Hein. Tu vas le dire, Alain. C'est Jeff Goldblum. Ah ouais. C'est un jazzman, étonnant, ouais. Avec son morceau Every Time We Say Goodbye. Comme tu l'as bien dit. Tu l'as bien Je dit. te l'ai expliqué en antenne. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Jeff Goldblum et je l'ai vu au piano à Deauville en train de jouer du jazz. Voilà. Et on n'était pas grand monde. Hein. Le coup de bol. Hein. Vraiment, il est arrivé, il a joué.
Donc, Jeff Goldblum, c'est quand même une carrière impressionnante. C'est étonnant. Hein, ouais. Tout le monde le connaît pour La Mouche, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait L'abeille aussi. Maya. Maya l'abeille. Le docteur Ian Malcolm. Le docteur Ian Malcolm. Il a pas fait La Libellule aussi. Ah non, ça c'est moi. Non, c'est Philippe, ça. C'est Philippe, la libellule. C'est Philippe. Mais on lui demandera pas de le faire aujourd'hui. Non, de toute façon, ça vaut pas le coup, personne verrait. Bon, voilà, oui, c'est ça, oui. Enfin, blague à part, c'est pas le premier album que fait Jeff Goldblum. Non. Et c'est vrai qu'il marche très très bien. Il était en concert à Paris. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. C'était juste pour... Ça endort un peu, mais c'est chouette. Bon, c'est vrai qu'il faut pas mettre ça au réveil ou quand tu déprimes ou quand voilà, c'est. Non, ça calme. C'est ah oui, ça calme, oui. C'est reposant. C'est moi, c'est exactement le genre de musique que j'aime bien écouter. Vraiment. Ah bah c'est bien. C'est bien. Donc grâce à toi. Moi aussi, bon, mon père écoutait beaucoup de jazz, c'est pour ça que j'ai l'oreille un peu entraînée aussi, mais voilà. Et donc, je trouve ça magnifique. Et tu peux dire où tu l'as découvert, cette information ? Bah oui, sur le journal de France 2, tout simplement, de la housse de couette. Pas dimanche là, mais dimanche d'avant, il était invité de Jeff Goldblum et il a joué un morceau lui-même en direct. Piano. Oh, il s'accompagne au piano. Au piano. Ça part totalement en vrille, hein. Voilà. Et lui, il la fourche à longuer. Les crevés bâtons. Moi, j'aime bien le pagno. Le panier. Le panier. Bon, soyons sérieux quelques instants. Parce que là, avant, il faut être sérieux. Oui, les choses deviennent très sérieuses parce que le sujet qui va venir, vous allez comprendre, c'est en lien avec le pré-générique, évidemment. Oui. C'est le nouvel épisode de Mission Impossible, The Final Reckoning, qui sort le 21 mai 2025, donc pas ce mercredi-là, mais le mercredi de la semaine prochaine. Oui. Et on va en parler parce que même si on n'a absolument vu aucune image du film, on a vu les bandes annonces. On avait les bandes annonces. Ah, je regarde jamais les bandes annonces, moi. On a vu des teasers. C'est un principe. Ouais, c'est ça. Voilà. Et franchement, ça s'annonce. Je sais pas comment Christopher époustouflant. Oui. Et comment Christopher McQuarrie arrive encore à se renouveler alors que normalement ils avaient décidé dès le départ qu'il ferait un épisode, un réalisateur différent. Et là, c'est la 4e fois que Christopher McQuarrie sera à la réalisation et, de ce que j'ai compris, au scénario. Oui. Donc c'est quand même balèze, il y a des idées de dingue. C'est un bon, voilà. C'est un bon. Hein. C'est un très très bon. Alors, on fait un peu d'introspective. Oui, allez, vas-y. Alors, vas-y. Mission Impossible, ça date de quand ? 96. Alors pour les films, on parle des films. Je suis pas d'accord. On parle des films ou la série ? 69. Moi, je parle de la série. Non, tu parles des films. 62 même, je crois. Non, c'est pas 62 ? Un peu plus. 69 les alors. films, c'est 96. On a avec le 60. Oui, décidément. Bon, enfin bref. Bon, c'est l'année de ma naissance, c'est 66. Ah bah j'étais pas loin. Ah bah voilà. J'avais un chiffre à l'envers. Alors, c'est sorti sur CBS. Alors, effectivement, après, il va y avoir Mission Impossible 20 ans après. Ouais. Et c'était vraiment 20 ans après ? Ouais, en 88, ils vont sortir. Alors, ils vont pas trouver vraiment leur succès. Hein. Non. Sur la deuxième, les 20 ans après, ils ont fait qu'une saison. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Et toujours, on a tendance à penser que Monsieur Phelps, c'est Peter Graves. Ouais. Oui. Eh ben non. Le premier, c'est Stephen Hill. Donc tout le monde regardera sur les réseaux qui est Stephen Hill. C'était le premier Monsieur Phelps de la saga Mission Impossible. Alors la musique, tu te rappelles ? La Loge Griffin. Voilà, la fameuse musique de Mission Impossible. Il y avait une particularité dans Mission Impossible, je ne sais pas si vous en rappelez. C'est que, alors première particularité, dans 20 ans après, vous vous rappelez que le mec qui faisait de l'informatique, le black... Oui, je sais ce que tu vas dire. Qui s'appelle Greg Morris. Oui, exactement. Et 20 ans après, ça va être... le fils de Greg Morris qui va reprendre son rôle. Oui, absolument. Dans 20 ans après. Ça, je m'en souviens bien, ça. Ouais. Mais il y avait une particularité dans leurs émissions, mais dans les épisodes, oui. C'est que, en fait, quand ils intervenaient quelque part, ils allaient toujours, alors en Amérique latine, en Europe de l'Est, mais en fait, les pays étaient totalement fictifs. Oui.
Ah oui, il le nom des n'existait pays, ouais, pas. ouais. Il n'existait pas, absolument. ce qui n'est pas le cas de la série film. Oui. Donc ça, c'était plutôt assez marrant. Alors, généralement... C'est vrai que ça nous a fait bidonner, Ah ça. bah, écoute, les opérations n'étaient pas légales. Et ils avaient, c'est là où c'était l'originalité de la série, des moyens plutôt sophistiqués pour réaliser leur mission. Alors, là où ça a changé entre la série et le film, c'est qu'ils n'utilisaient jamais de violence. Ouais. T'as pas de combat, t'as pas de gros trucs de combat dans Mission Impossible, mais plutôt ce qu'ils appelaient donc de la manipulation psychologique qui amenait leur cible à se comporter comme ils le désiraient. Ouais, c'est vrai. Enfin, les épisodes, donc on dit que les épisodes terminent presque toujours par un départ de véhicules automobiles, voitures, camions, où toute l'équipe part de la mission. Voilà, c'est grosso modo et ils étaient le toute schéma. une équipe. Il n'y avait pas Ouais. un leader vraiment qui... c'était vraiment l'équipe qui travaillait Alors, ensemble. quoi. t'avais quand même le Oui, leader le qui était Graves, qui oui, oui. choisissait, enfin à l'époque, Phelps, Phelps. Peter Graves qui choisissait, ou Stephen Hill qui choisissait son équipe. Et après, dans l'équipe, effectivement, on va avoir Barbara Bain. Oui, avec son mari. Voilà, avec son mari Martin Landau. Et Voilà. d'ailleurs, Landau, parce qu'ils ont eu un enfant. Voilà, c'est ça. Et, Qu'on va retrouver des années plus tard dans Cosmos 1999. oui, Ouais. Quoi, alors, le Lando ah ouais. Non, oui, enfin, si tu veux. Oui. Alors, il faut savoir que par rapport à ça, ça a été un sujet de discorde. Parce qu'à une époque, quand ils vont... Parce qu'il y a une particularité quand même sur la série, c'est que Martin Landau, au démarrage, en fait, il a épaté les producteurs, il a épaté tout le monde. Et il n'était que guest star. Donc il était affiché comme special guest star ouais, ou c'est guest ça. star. C'est ça. Ça n'est à partir que la deuxième saison où Martin Landau va être vraiment crédité comme étant un membre de Ouais, l'équipe. c'est ça. Ouais. Et effectivement, il va rencontrer Barbara Bain, auquel effectivement ils vont se marier. Mais à l'époque, comme ça fonctionne bien, bah il va se passer ce qui s'est déjà passé dans d'autres séries, Friends par exemple. Bah il va demander plus de fric. Et la production va dire non. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et Barbara Bain et Martin Landau vont quitter la série. Ah oui. Et il y a un fameux aussi personnage qui va arriver. Alors il y avait Peter Lupus. Peter Lupus c'était costaud. Oui. Voilà, le Ouais. costaud qu'on entendait presque jamais. Il avait Oui. très très peu de dialogue. Mais il était costaud. Il était costaud, il était là pour ça. Et vous vous rappelez de Leonard Nimoy ? Oui, oui. sûr. Monsieur Spock. Monsieur Spock. Ah, monsieur, oui. Monsieur Spock. Oui. Bah, Monsieur Spock avait quand même un rôle assez récurrent dans la série Oui. Mission Impossible. Tout à fait. Oui. Donc voilà, ça c'est par rapport à la genèse de la série. Est-ce que tu as les noms des créateurs? Tu me poses une colle. Franchement, tu me poses une colle. rien en haut. Écoute, Alors, il y avait Bruce Geller, mais je me Ouais. rappelle plus. Oui, oui. c'est ça, Ouais. Bruce Geller. Oui. Et Geller de rien. De rien. Oui, c'est Mais ça. c'était Barry Klein qui était le producteur, c'était Bruce Geller qui était effectivement le créateur de la série. Ok. Donc c'était des séries, c'était des épisodes à peu près d'un peu moins de 50 minutes. Ouais, c'était Et- assez rapide, mais c'était efficace. Je trouvais Ouais, que c'était très pas efficace mal. et ça a très bien Ça fonctionné. vous est arrivé de revoir des épisodes de Mission Impossible, la série, ou 20 Ah bah, ans après? il y a longtemps. Ça, hein. pa- Il y a- ça il y a passe longtemps. encore sur la TNT. Hein. Des On fois, voit ouais. encore Ah des... Ouais. Quelle Et moi chaîne j'aime bien regarder avec écoute, Stephen Hill. Qui est- Honnêtement, je sais pas, c'est parce que l'autre jour, en zappant comme ça, je suis tombé sur un... Alors, je sais pas si c'est la TNT d'ailleurs ou... Je me demande si c'est pas TCM ou un truc comme ça. Ah oui, Oui, ça arrive ouais, aussi c'est- sur TSM, c'est des chaînes du groupe Turner. Hein, Ouais. et, ouais. Ouais, d'accord. Et vous savez que certaines trouvailles technologiques ont servi pour des problématiques industrielles ? Non. Eh ben Non. oui, notamment pour manipuler des pinces articulées dans une cage de verre. Ben, on s'est basé sur Mission Impossible. Et donc effectivement, après, on va retrouver... Alors, Leonard Nimoy, donc Spock, lui, il s'appelait... c'est un prestidigitateur. Oui, exact. Paris. Exact. Et ouais. c'est là où Ouais, effectivement on a commencé à voir aussi le système, alors même Martin Landau le faisait, du maquillage, donc C'est ça. de la Des masques, transformation. Ouais, des masques. ouais, des masques, Ouais. ouais. Et ça c'était effectivement la patte
de Mission Impossible. Ouais. Moi, je voudrais saluer quand même la musique, parce que la musique de Mission Impossible, c'est une musique géniale, faite par un musicien de génie qui s'appelait Lalo Schifrin, qui en a fait d'autres, des musiques extrêmement célèbres. Et je crois que celle-là, c'est vraiment la plus célèbre, la plus connue. Et de fait, c'est un titre vraiment génial, ça. Est-ce que c'est lui qui a fait Hawaii Police d'État? Je pense. Ouais, je crois, oui. Manix. Ah, Manix, c'est sûr. Manix, c'est sûr. Ça aussi, c'est une très grande musique, Manix. Et c'est Lalo Schifrin. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Non, il a fait plein de trucs. Voilà, Joe Donc, Manix. effectivement, derrière, Bruce Geller va laisser place à un mec qui s'appelle Tom Croisière. Voilà. Tom Cruise. Voilà, en anglais, cruise, c'est une croisière. Ouais. Donc, et qui va effectivement produire par le biais de Cruise et Wagner, donc les films Mission Impossible. César Wagner? Non. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une séparation, je crois, entre Wagner et Cruise. Et après, il va devoir produire seul. Lui-même. Une production de Tom Cruise. De toute façon, sur l'affiche, il n'y a même pas le nom du réalisateur, c'est le nom de Tom Cruise qui apparaît. Ouais. Et à un moment, il y avait un gros producteur qui avait mis du fric dedans, c'était le vendeur chinois Alibaba. Ah ouais? Je savais pas ça. Ouais. Je sais plus, je crois que c'est le 4 ou le 5. Je crois qu'à un moment, tu vois... On en reste baba. Hein. Ah, totalement. Est-ce que vous avez vu les 7 films? Oui. Les 7 films. Ouais, je pense que alors honnêtement, je sais pas, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu pas mal. Je pense les avoir tous vus, mais je pourrais pas l'affirmer. D'accord. Alors, je les ai tous vus. Et ton ressenti moi j'aime bien. Enfin moi j'aime beaucoup parce que c'est plein d'action, contrairement d'ailleurs à la série où il y en avait pas ou peu quoi. Et puis enfin moi ce que j'admire beaucoup dans ces films-là, c'est alors je loue pas Tom Cruise parce que bon c'est un acteur que j'aime bien, mais bon sans plus. Mais il fait ses cascades lui-même. Enfin, je trouve que déjà quand un mec, c'est un peu le Belmondo. Voilà, c'est un peu un Belmondo quoi. Et ça j'admire. Ça j'admire assez, ouais. Vous savez que c'est un mec qui a je sais pas combien de brevets et de pilotage, de permis. Oui, j'imagine. Il a ses licences sur des avions comme le 737 de Boeing, voilà. Il a son permis de trottinette. Bon. Peut-être pas. De toute façon, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu écoutes les bonus qui sont sur les DVD, quand il y en a, tout le monde, il n'y en a pas un qui va pas tarir d'éloges Tom Cruise. En gros, de toute façon, il n'y a que lui qui fait mieux que les cascadeurs, il est plus balèze, il apprend vite et beaucoup plus vite que n'importe qui. Ils sont tous à lui cirer les godasses, comme quoi c'est lui le boss, quoi. Ah bah. Oh bah il est milliardaire cet homme-là. C'est le boss absolu, quoi. Ouais. Bah bien sûr, l'argent attire l'argent. Après, il y a des personnes qui peuvent pas se le blairer, notamment par rapport à la scientologie. Oui. Mais bon, après, si on sort de ce cadre-là, non, il ne l'est pas, personne ne l'est. Même le pape non plus. La preuve, ils ont eu du mal à les lire. Poton. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Tom Cruise a fait quand même des choix dans sa carrière professionnelle. Avec beaucoup de risques, je pense à Vanilla Sky par exemple. Il a quand même, il a voulu travailler avec Stanley Kubrick. Il a fait Eyes Wide Shut. Ça lui a coûté très cher. Quand même. Ouais, parce que c'était sur le plan personnel. C'était Redos, C'était Redos. Mais bon, le mec, il a fait de l'entertainment. C'est un entertainer quand il va un peu partout. C'est un showman de folie. Je pense souvent à lui et à Will Smith notamment. Ils sont très bons en télévision. Le mec, il est nickel, quoi. Oui, c'est sûrement un bosseur. Oh bah c'est un grand du cinéma, ça c'est clair. On pourra pas faire sans. Par contre, faudra bien un jour. Non, mais je veux dire quand tu regardes dans le cinéma, dans le cinéma, oui. je veux dire tu peux pas ne pas parler de Tom Cruise. Après, on va pas faire toute sa filmographie, mais parce que c'est l'émission Impossible dont il s'agit. Voilà, et en plus dans l'émission Impossible, c'est ça que je voulais dire. Dans l'émission Impossible, ça a été un succès commercial. Mais, et je rebondis sur ce que disait Cyril, ça a été aussi un succès critique. Donc il a quand même marché sur les deux tableaux. Tout à fait. Avec un petit raté.
on va dire. On va en parler juste après. Là, c'est l'occasion d'écouter Lalo Schifrin, ou plutôt... Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, pardon. Oh, décidément, ce soir, ça ne va pas. Allez, c'est parti. C'est ma 3e coquille. Désolé.
Salut, c'est Gérald Dahan sur West Track Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. C'est... Voilà, donc on vient d'entendre Dead Reckoning. C'était le thème de Mission Impossible, mais du film Dead Reckoning, le 7e épisode. Ouais. Un choix de Laurent. Ouais, enfin j'ai pris celui-là, on aurait pu prendre... Un autre. Parce qu'effectivement, on va dire grosso modo, à chaque Mission Impossible, le générique change un petit peu. Mais je me rappelle même de la version un peu techno du premier Mission Impossible, avec comme réalisateur Brian De Palma. Et d'ailleurs, ça a fait polémique, le premier. Bah moi, j'ai découvert aussi qu'au niveau musical, le deuxième, c'était Hans Zimmer. Oui. Donc, non, il y a des... Bande son beaucoup plus rock dans le 2. Alors, tu te rappelles de la problématique, la polémique qu'il y avait eu sur le premier Mission Impossible, où tout le monde attendait, effectivement, mais tout le monde était basé sur la série, comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'était quoi le problème ? Là, on peut le dire, parce que le film... Tout le monde le connaît, je pense, maintenant. On va spoiler, mais... Il date de 96. Ouais, mais c'était quoi la grosse polémique des fans ? Est-ce que c'était pas le fait que finalement il n'y a qu'un agent qui s'en sort et tous les membres fondateurs de la Force Mission Impossible se meurent ? Alors il y a ça, mais surtout, c'est que Monsieur Phelps, joué par John Voight, c'est le méchant. Ah oui. C'est le méchant. Exact. Donc c'est là où effectivement, moi personnellement, je trouvais que c'était sacrément original, mais les fans, ils n'ont pas aimé du tout. Après, on rappellera quand même que dans le premier, il y avait Emmanuel Béard et Jean Reno. Ouais. Donc, et Ving Rhames. Oui, mais lui, il est venu dans tous les, dans tous les épisodes. C'est le seul qui est dans les 8. Ouais. Il est dans tous les épisodes. Ouais. Enfin, je me les regarde tous, tiens, il y en a longtemps. À la suite. Alors, on a posé la question à Philippe tout à l'heure de savoir ce qu'il avait pensé des films. On va poser la même question à Laurent et à Alain. Donc Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de ces 7 films jusqu'à présent ? Moi, il y en a un que j'aime bien, on en a parlé hors antenne, c'est le 3. Celui réalisé par... J.J. Abrams. Voilà, qui a travaillé sur Star Wars aussi, je crois, J.J. Abrams. Ouais. Moi, j'ai une tendance plutôt particulière à aimer le 6e, Fallout, avec alors, je vais parler du méchant Henry Cavill, donc le Superman, qui est excellent dans Mission Impossible 6, Fallout. Fallout en québécois ? C'est Répercussion. Répercussion. Ouais. Tu peux nous donner les autres titres en québécois ? Dans Mission Impossible, c'est Mission Impossible. Non. Mission Impossible 2, c'est Mission Impossible 2. Ça change tout. Le 3, c'est le 3 aussi. Ghost Protocol, c'est Protocole Fantôme. D'accord. Rogue Nation, c'est la Nation Rogue. Donc Répercussion pour Fallout. Dead Reckoning, c'est Bilan Mortel, première partie. Et Final Reckoning, c'est Bilan Final. Voilà, ça, c'était les titres en québécois. En québécois. Les Québécois ne parlent pas anglais du tout. Moi, c'est le 6, perso, avec, donc je te dis, un petit plus pour le 3. Et puis, comme je te disais, les méchants, Henry Cavill dans le 6, et surtout Philip Seymour Hoffman dans le 3. Ouais, d'accord. Et toi, Alain ? Alors, moi, je trouve d'abord... Est-ce que tu as vu les films ? Oui, tout à fait. Je suis comme Philippe, je pense que je les ai tous vus. Je suis pas sûr, mais je crois. Moi, d'abord, je voudrais dire, c'est vraiment des productions de très grande qualité. Ça tranche par rapport, par exemple, à un truc que j'ai vu dimanche, qui s'appelle Fast and Furious. Et là, c'est vraiment se foutre de la tête du monde, franchement. Oh, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil, mais c'est vrai. Donc, les Missions Impossibles, c'est vraiment pro, il y a tout dans ces films-là, y compris la dimension humaine, quoi. Et donc j'adore voir les Missions Impossibles, comme j'adore voir les James Bond, surtout les derniers qui sont extraordinaires. Voilà. Et pour celui que j'ai préféré, moi j'ai comme Laurent, moi j'ai un petit faible pour le 3. Avec John Voight qui joue un méchant, mais non, c'est pas John Voight. Non, c'est comment il s'appelle, Philippe Seymour Hoffman. Philippe Seymour Hoffman, excuse-moi, qui joue un méchant extraordinaire, je trouve. Il a vraiment une tête de méchant et un film avec un rythme, quoi. Enfin, J.J. Abrams, voilà. Moi, je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué, même si encore une fois. On a à chaque fois affaire à un film de très grande
qualité et on en a vraiment pour son argent, quoi. Hein, quand on va voir Mission Impossible, j'ai pas, non, on en a vraiment pour son fric, quoi. On en prend plein la tête. Hein. Et on attend toujours la fameuse scène où Tom Cruise va courir. Voilà, c'est ça. Il y a toujours une scène où il court, il y a des travelling où on le voit courir parce qu'il y a une façon de courir quand même assez spécifique. Ça va peut-être être un peu plus compliqué maintenant, hein, quand même. Hein. Il va pas en rajeunissant. Alors, il a 62 ans. Il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il s'est, comme tu disais tout à l'heure, il s'est un peu éclaté sur les tournages. Comme Bébel d'ailleurs. Oui. Et on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Alors, moi j'ai deux, trois petits chiffres parce que bon. On a parlé effectivement de Christopher McQuarrie, qui est donc réalisateur, scénariste. Voilà, sur les derniers épisodes. Et alors lui, c'est vraiment le chouchou de Tom Cruise parce que il le prend, il l'a même pris dans Maverick. Au niveau du scénario, c'est vraiment quelqu'un qui, apparemment, le binôme fonctionne plutôt très bien. En fait, sur un tournage, McQuarrie, il dort 4 heures. Ah oui, putain. Il dort 4 heures en moyenne. Et Cruise, à un moment, il fait de la moto, je sais plus, il fait la moto dans quelques films. Et en fait, il montait à 274 km/h. Et quand à un moment, il fait un saut en parachute, il se jette dans l'avion à hauteur de 7620 mètres. Sous des petits chiffres comme ça. Donc le mec, il en a quand même pour faire ça. Moi, je le ferais pas. Moi aussi, déjà 2 mètres. Donc c'est quand même c'est un sacré showman. Oui, c'est un sacré. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et toi, Cyril ? Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. Hors antenne, j'expliquais que j'ai une tendresse particulière pour le 3. Parce que c'est la façon dont l'épisode est construit. On retrouve la patte de J.J. Abrams. Ça fait penser à un épisode d'Alias. Oui. Et Alias, Alias, je l'ai vu il y a très longtemps. J'avais beaucoup aimé. C'était une série, Alias. Ouais, c'était une série. Et c'est Tom Cruise qui est allé, je crois, avec son équipe chercher J.J. Abrams pour le travail qu'il avait fait sur Alias. Et j'entendais un reportage il n'y a pas très longtemps où J.J. Abrams se disait pourvu que je ne tue pas Tom Cruise, d'ailleurs de dire qu'il n'ait pas d'accident sur le tournage vu le nombre de risques qu'il prend. C'est un truc de dingue. C'est les assurances qui sont qui doivent assurer un malheur. Je sais pas comment ils vont faire parce qu'à chaque fois ils repoussent les limites de la cascade et J.J. Abrams était très inquiet, paraît-il. Parce qu'il avait peur que son comédien se blesse, voire pire, se tue. Donc, j'aime beaucoup le 4 aussi. Brad Bird. Ouais. Très sympa aussi, le scénario, très bien. Et puis, les autres, j'aime bien aussi. Je passe un bon moment, mais là, je me dis que là où ça va être énorme, c'est le 8e épisode qui arrive, là. Qui sera le dernier ? Alors, c'est ce qui se dit, mais a priori pas sûr, parce que il a déclaré qu'il se verrait bien faire un peu comme a fait Harrison Ford avec Indiana Jones, continuer. Donc voilà. Il pensait pas plutôt à un préquel, quelque chose qui a un rapport avec la série, mais qui serait pas tout à fait ça ? Je sais pas. Mais en tous les cas, moi, ce qui me fait dire que le 8, j'espère qu'il va être réussi, c'est parce que dans la bande-annonce, il est dit clairement que toutes les aventures qui ont précédé l'amenaient à ce moment-là. Donc j'aimerais bien savoir comment Christopher McQuarrie a réussi à reprendre toutes les intrigues des 6 premiers films ou des 7 premiers films pour dire voilà, vous êtes arrivé à l'endroit où vous deviez être. Ça me fait un peu peur parce que je vois pas forcément les liens qui peuvent exister entre les différents films. Il va les trouver, hein. Alors, c'est une certitude. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais il faut que ce soit vachement bien alambiqué. Hein. Oui, c'est pas facile à dire. Il faut que ce soit compréhensible parce que les premiers, il y a longtemps quand même. Il faut quand même se souvenir. Donc, avant de retourner au cinéma, il faut peut-être les revoir. On va être obligé. On va être obligé. Vous connaissez les budgets de ces films-là ? Ça doit être colossal. Le premier, celui de 96, 80 millions de dollars. Pas excessif, si tu regardes. Le deuxième, 125 millions de dollars. 150, 145, 150, 178, 291 pour l'avant-dernier, là. Et celui qui va sortir, 400 millions de dollars.
Mais tu sais que c'est pas le budget le plus élevé. Hein. Non, je sais bien. Parce que le budget le plus élevé, on est sur Jurassic. Hein. Oui. Jurassic, on n'est pas loin de 500 millions. Ouais. Mais effectivement, ça va crescendo sur Mission Impossible. Et ce qu'on oubliait de dire, c'est que Tom Cruise, en plus d'être un excellent acteur, il a des choix. C'est un mec il a des choix assez intéressants. Et en plus, le mec sait vachement bien s'entourer, quoi. Ouais. Aussi bien au niveau des acteurs, parce que Simon Pegg, le fameux informaticien, il n'était pas là au début. Hein. Il est arrivé il a aidé à partir du 3. À partir du 3. Ouais. Et là, pouf, la magie opère. Hop, c'est, on va dire, le mec qui est le marrant du film. C'est lui qui sort des conneries, mais il est hyper intelligent. Et puis après, tu vas le voir jusqu'à la fin. Donc, non, Tom Cruise, il a su vraiment s'entourer. Et ça match. Ça marche à tous les coups. Après, il y a eu des variations sur les doublages, hein, parce que nous, on les voit en français, puisqu'il n'y a pas de cinéma qui diffuse en VO ces films-là. Et donc forcément, le premier épisode, c'était Patrick Poivet. Le deuxième épisode, c'était Yvan Attal. Mon Dieu, le pire, le plus mauvais. Et puis tous les autres films, c'est Jean-Philippe Puy-Martin. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de réécouter, quand tu écoutes Jean-Philippe Puy-Martin, Tom Cruise parler avec la voix de Jean-Philippe Puy-Martin, tu sens que ça match, quoi, ça match de fou, et qu'on croirait que Tom Cruise parle français. Quand tu mets Yvan Attal, tu crois qu'il parle ça n'est pas, c'est pas incarné, c'est synchrone, mais c'est pas incarné. C'est pas incarné. Comme le font tous les comédiens qui ont l'habitude de faire du doublage. Et alors, ça me fait chier de dire ça parce que je suis pas quelqu'un qui dit du mal. C'est juste que je n'aime pas trop. Si, quand même de temps en temps. Bah là, c'est ce que t'es en train de faire. Je n'aime pas trop le jeu donc ma préférence, ça serait le 2 de le voir plutôt en VO. Alors que à l'inverse, je crois que c'est Richard Darbois qui fait Wingrams en version française. Sur le 3, mais sur les autres épisodes sur le aussi. 2. Sur le 2. Mais non, Yvan Attal, c'était une erreur de casting. Manifeste, et ils ont réitéré 2 fois avec Tom Cruise, 2 fois de plus. Eyes Wide Shut. Ouais, et puis 3 fois avec Vanilla Sky, et puis avec comment dire, j'ai du mal à trouver. Alors il l'a fait là-dessus, et puis Minority Report. Minority Report, oui, c'est ça. Ouais. Je cherchais, excusez-moi. Donc là, effectivement, c'était pas terrible. D'ailleurs, puis Martin, quand il a pris la main, il n'a jamais lâché. C'est un match de folie, quoi. C'est clair. Donc, alors, je sais qu'il y a des gens qui vont nous critiquer parce qu'ils vont dire VO. VO. Ouais, VO. Oui. Mais il passe pas en VO, donc. Je sais pas si le Sirius au Havre passera le dernier Mission Impossible. Je pense pas. Tu sais, le Sirius là avait attendu, je pense, au Star Wars. Il était diffusé, en VF, au cinéma Pathé en VF, et quelques semaines plus tard. Ils étaient diffusés au Sirius et donc en VO. Donc peut-être que le Sirius prendra la décision de dire c'est un film que j'ai envie de défendre et donc on pourra aussi le voir en VO. Mais là pour l'instant ça sort qu'au Pathé, donc il y a une avant-première le 17 mai, samedi 17 mai, et une autre avant-première le mardi 20 mai au Pathé, donc du Havre, et dans tous les pâtés de France, évidemment. Et dans toutes les boîtes. Et dans les pâtés de campagne aussi. Et on dit pâté, mais il n'y a pas que pâté, ça aussi tous les cinémas. On l'a pas vu arriver. Tous les cinémas qui ont acheté le droit à la diffusion du film. Voilà. On va faire une petite pause. Une petite pause musicale. Alors très courte, très courte. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Remarque, celle d'avant était longue, donc. Ça fait une moyenne. When I wake up in the morning and the alarm gets out of warning, I don't think I'll ever make it on time. By the time I grab my books and I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. It's alright, 'cause I'm saved by the bell. If the teacher pops a test, I know I'm in a mess, and my dog ate all my homework last night. Riding low in my chair, she won't know that I'm there. If I can hand it in tomorrow, it'll be alright.
Salut, c'est Jean-Pierre Castaldi. Écoutez, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Vous verrez, vous n'allez pas vous ennuyer. Salut. T'as raison, Jean-Pierre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était très très court. 1 minute 03. Hein. C'était qui? C'était le générique de la série télé Saved by the Bell, ou en version française, Sauvé par le Gong. Et pourquoi t'as pensé mettre cette musique justement maintenant? Parce que j'aime bien, je trouve qu'elle est dynamique, elle est, elle est super courte. Et ça me plaît aussi des fois de mettre des chansons un peu plus courtes. Voilà. Et j'aimais bien quand j'étais plus jeune, je regardais Sauvé par le Gong. Ah, c'était quoi Sauvé par le Gong? C'était Zach et Kelly, le couple de fous avec Slater et Jesse. Et il y avait Screech avec Lisa. C'était les 6 copains de collège à qui il arrivait des tas d'aventures. Est-ce qu'ils faisaient des bisous entre eux? Ouais. Des bisous. Je te parle de ça. Alors, d'ailleurs, je vous le dis parce que il a mimé le signe en même temps avec ses doigts. Et c'est une série dans laquelle travaillait, devinez qui? Je sais pas. Steven Spielberg. Qui faisait Zach Morris en version française? C'est Luc Hamet. Luc Hamet. Pas du tout. Non. Ah bon? Attends. Curtil. Eh oui. Curtil, il faisait. Ah oui, exact. C'était Emmanuel Curtil, c'était un de ses premiers rôles dans le doublage avec Saved by the Bell. J'aimerais bien la revoir aujourd'hui pour voir comment ça a vieilli, parce que c'est. Ouais. J'aimerais bien temps. revoir, oui, parce que si tu me dis que la voix française était celle de Curtil, ça serait intéressant. Voilà. D'accord. Une des premières. Sauvé par le gong. Exactement. Et là, on va pas être sauvé par le gong, on va être sauvé par la cave du Père Castor, c'est bien ça? Ouais. Je sais pas si on va être sauvé. Hein. Voyons voir. Et sans plus attendre, la cave du Père Castor. Voilà, c'est parti pour la dernière partie de l'émission, la petite cave là, qu'on prépare à chaque émission. Et qui souhaite prendre la parole? C'est Philippe, Laurent. Allez, moi je veux Philippe. bien. Et là, c'est Philippe, c'est parti. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps parce que comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, c'était l'anniversaire de ma maman et on l'a fêté ce week-end. T'as bien mangé? Très bien mangé, je suis très fatigué. T'as bien bu? T'as bien bu? Oui, raisonnablement. Voilà, t'étais pas plein comme un trou. Non, pas complètement. À moitié. Et je cherchais ce que j'allais pouvoir dire à la cave du Père Castor, et puis en cherchant, j'ai retrouvé un texte que j'avais lu et que j'avais mis de côté, qui s'appelle Le sablier de la vie. Ah, si j'avais lu ce texte plus jeune, j'aurais peut-être agi différemment. À peine la journée commencée, et il est déjà 6h du soir. À peine arrivé le lundi, et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. On se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille, sourions aux petites choses de la vie qui mettent du beau dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer et profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le fais après, je le dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous, car ce que l'on ne comprend pas, c'est que après le café est refroidi, après les priorités changent, après le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, après les parents vieillissent, après les promesses sont oubliées, après le jour devient la nuit, après la vie se termine, et après c'est souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant, toujours à plus tard, nous pouvons perdre le meilleur des moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors si vous avez eu le temps d'écouter ce texte jusqu'au bout, vous aurez le temps de faire tout quand vous devez le faire, c'est-à-dire maintenant. Voilà. Ah oui. Alors il n'est pas de moi celui-là. Je sais pas, c'est anonyme. Ah bah écoute, mais c'est très anonyme? joli. Je le connais pas bien. Très joli. Moi non plus. Tu l'as trouvé comment ce texte? Je l'ai trouvé sur Facebook. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bah c'est un super texte. Ouais.
Ouais. Mais de temps en temps, quand je vois des trucs comme ça, je me les mets de côté. Très vrai. Auteur Et tu nous les ressors. anonyme. Bah écoute, pour une fois, je vous l'ai ressorti. Non, ouais. mais c'est voilà, très beau, Ouais, très c'est beau joli. texte, Ouais, franchement. Tu as bien fait de nous la sortir. Le texte, hein. Là, oui, bien sûr. Ah oui. C'est ce que je disais. Pourquoi t'as pensé à quoi quoi Je sais pas. Bon. Alain, Oui. à toi? Oui, alors moi je vais vous parler d'une plante. Alors en Malaisie, une équipe de chercheurs a commencé à cultiver une plante découverte récemment, capable d'absorber en très grande quantité les métaux indispensables à la fabrication des batteries utilisées par les grandes marques automobiles. Bon, vous savez que je suis pas un fan de la voiture électrique, mais bon, ça peut T'as servir tort. aussi pour les hybrides. Oui, je sais. Mais bon, ça sert pour les hybrides. Et là, j'ai pas tort. Alors, cette plante, elle s'appelle la Philanthus rufus chanelli. Et me dites pas à vos souhaits, voilà. Et elle a été découverte il y a seulement une dizaine d'années sur l'île de Bornéo, en Malaisie. Il s'agit d'un arbuste à fleurs, pouvant parfois atteindre jusqu'à 6 mètres de haut, dont les feuilles sont ovales et très coriaces. Sa particularité très rare est sa capacité à absorber et à accumuler d'énormes quantités de nickel. Ce métal est essentiel à la fabrication, vous le savez, des batteries de tous les véhicules électriques. Actuellement, le nickel est extrait de mines géantes et très polluantes en Indonésie, je vais y arriver, aux Philippines, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, chez nous. Or, ces mines, je viens de le lire, ont un impact environnemental catastrophique. Dans certains pays, leur exploitation contribue à la déforestation et provoque de graves problèmes de pollution des eaux. Ces conséquences poussent les chercheurs à explorer des solutions alternatives, moins néfastes pour les territoires concernés. L'objectif est de passer de la mine traditionnelle à l'agromine en cultivant des champs capables de produire du nickel. En Malaisie, l'agence Nano Malaysia Berhad, rattachée au ministère de la Science, a lancé la culture de Philanthus rufus chanelli. Les plantations se situent toujours sur l'île de Bornéo, au pied du mont Kinabalu, dans une zone dont le sous-sol est naturellement très riche en nickel. Les arbustes sont cultivés pendant environ 1 an et demi, période durant laquelle ils absorbent par leurs racines un maximum de nickel contenu dans le sol. Vient ensuite la récolte, les branches et les feuilles sont coupées puis brûlées, les cendres obtenues, riches en nickel, sont ensuite traitées. Selon les estimations, un hectare de cette plante permettrait de récupérer environ 100 kg de nickel utilisable dans la fabrication de batteries pour voitures électriques. L'agence malaisienne prévoit de vendre sa première récolte de nickel l'année prochaine. Les chercheurs envisagent également d'autres applications. La plante pourrait être utilisée pour recycler les batteries usées. Dans ce cas, les anciennes batteries encore riches en nickel seraient réduites en miettes puis mélangées à de la terre dans les champs de Philanthus. La plante agirait alors comme un filtre naturel en absorbant le nickel contenu dans ce mélange, permettant ainsi de le récupérer comme s'il était neuf. Je n'ai qu'un mot à dire, nickel. Bah voilà. Et voilà, il fallait non, le dire. alors moi j'ai juste 2 petites choses à dire là-dessus. Je suis pas sûr que de broyer des batteries et les mettre dans le sol, ce soit très très bon. Bah moi non plus, tu vois, moi non plus. Et puis la deuxième chose, C'est le scientifique qui parle. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'un arbuste qui fait 6 mètres de haut, ça s'appelle un arbre. Voilà. Exactement. C'est à qui? C'est à qui? C'est les Japonais, Il là? reste Laurent et moi. Alors, allez, je vais prendre la main. Allez, Laurent. Moi je suis en joie en ce moment. Oui. Ah. Et comme j'étais en joie, je me suis dit, je vais faire un sujet de Joyeux, joie joyeux, et joyeux. joyeux. Et j'ai pensé à la peine de mort. Alors, En effet, sujet très joyeux. il y a des trucs que tu apprends quand même sur la peine de mort. Alors, il y a un mec qui s'appelait Clayton Lockett. Il a été condamné en 2000 pour le viol et le meurtre d'une jeune femme. Et il devait être exécuté par injection létale. Alors, ça s'est passé donc le mardi 29 dans la prison, dans une des prisons de Oklahoma. Mais la procédure, elle s'est mal passée. Et en fait, ils ont mis plus de 45 minutes pour le faire mourir. C'est dégueulasse. Je rigole. Marrant. C'est dégueulasse. Alors, c'est un événement qui a effectivement suscité beaucoup d'émotions. Ah bah tu m'étonnes. Et notamment, pas aux États-Unis, mais en Europe. Alors, si l'injection létale était la technique la plus répandue aux États-Unis, il faut savoir que le pays, lui, autorise la mort par électrocution, la chambre à gaz, la pendaison, ou le peloton d'exécution.
Donc c'est accepté aux États-Unis. Le peloton d'exécution, ça va être pour les militaires, non ? Je pense. Là, non, c'est pour Non. tout le monde. Ils indiquent que 55% des Américains sont favorables à la peine de mort, mais malgré tout, même si c'est une majorité, c'est quand même un chiffre qui est en forte baisse. Alors, à un moment, on s'est posé la question sur la peine de mort. Quelle est la méthode la moins douloureuse, d'après vous ? La guillotine. L'injection létale. La guillotine. Létale, guillotine. La guillotine, bon. Alors, la guillotine, c'était en France. Oui, merci. Je Alors, sais. Moi, je dirais l'injection létale. L'injection létale. Pour la peine la moins douloureuse, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on peut considérer comme étant la moins douloureuse. Je dirais peut-être la pendaison. La pendaison, La j'y pensais. pendaison. J'y pendais. La pendaison parce que si le nœud est bien serré... Non, c'est surtout avec la planche sous les pieds s'ouvre et la chute. Voilà, si la chute est On est en train de suffisamment. perdre Laurent. Alors, il faudrait, en fait, effectivement, vous avez un peu raison, mais il faudrait que, en tombant, il se casse la nuque. Voilà, la C'est ça. nuque. La nuque. Oui, hein. la Et nuque. effectivement, mais en fait, non. C'est pas la pendaison. Ah bon. Moi, j'aurais jamais pensé ça. En fait, c'est mourir sous les balles d'un peloton d'exécution, Oui, remarque, ça va vite. qui serait la méthode la moins douloureuse lorsqu'on est condamné à mort aux États-Unis. Alors, c'est une conclusion d'une étude de 1992, donc par un scientifique britannique qui s'appelait Harold Hillman. Et on a interviewé les fusillés, c'est ça ? Et ils ont répondu de là-haut. Alors, comment se déroule une exécution en bonne et due forme ? En fait, le condamné est attaché sur une chaise et on lui place une cible sur la poitrine, au niveau du cœur. Il y a 5 tireurs qui s'installent à une distance d'à peu près 6 mètres. Il n'y en a qu'un qui a des balles réelles. Et Non, c'est pas ça ? non, il y a donc une forte probabilité qu'une des balles atteigne le cœur et que la mort soit quasi instantanée. Ça dépend, parce que si c'est moi qui tire, il a des Ouais, chances mais de s'en On tirer. a je pense intérêt bien à que prendre les des gens tireurs qui d'élite. tirent, Hein. C'est des professionnels de la gâchette. D'accord. Alors, moi, je me suis aussi posé la question, et je vais essayer de retrouver la raison. Quelle question ? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut rééchapper à la peine de mort ? Enfin, à l'exécution. Et en fait, normalement, non. Hein. Oui. Tu meurs, point barre. Mais il y a un mec qui a fait mentir le truc. C'est Rommel Broom. Lui, il a survécu. C'est le seul. Il a été condamné à mort pour viol, enlèvement et meurtre en 1984. Et il devait être exécuté par injection létale en 2009. En fait, l'équipe... Je rigole, c'est pas marrant. Hein. L'équipe médicale n'a jamais réussi À trouver à la veine. planter l'aiguille dans une de ses veines. Ils ont mis, après plus de 2h30 de tentatives infructueuses de l'infirmière sur les bras, sur les jambes, sur les chevilles et même sur une main, que le directeur de la prison lui l'a décidé, on suspend l'exécution. Et aujourd'hui, je pense, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il est toujours en vie, ce monsieur. C'est quand même un cas particulier. Ouais, c'est particulier. Donc effectivement, on peut survivre à une exécution. Après, il y a... Vous savez, on je dit pensais toujours... que quand on survivait à une exécution, on était gracié. Enfin, voilà. En fait, effectivement, tu as raison, mais il parle pas de grâce, mais c'est tout comme. Alors pas gracié parce qu'il sort pas de prison, mais Parce qu'il n'est pas gracié, non, techniquement. Oui. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on parlait souvent aussi, quand c'était le dernier jour du défunt, enfin du futur défunt, on lui demandait ce qu'il voulait manger. Quel sera son dernier repas. Alors effectivement, aux États-Unis, parce que c'est forcément là-bas que ça se passe, est-ce que on peut établir soi-même le dernier repas avant l'exécution ? Et la demande devait être soi-disant honorée. Mais les éléments effectivement qui sont demandés ne peuvent pas correspondre forcément à ce que fait la prison. Parce qu'en fait, les repas doivent être préparés par la prison. Donc, il n'a pas le choix, le détenu n'a pas le choix de vouloir ce qu'il veut. Et en moyenne, pour vous donner une idée, en Floride, un repas, au maximum, c'est $40. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pas des grandes frasques. Et
Et l'alcool est interdit aussi. Donc, c'est que le repas. Donc, le Texas, lui, ils ont carrément supprimé cette tradition. Et un condamné, parce que en fait, la raison, elle est simple, c'est qu'un condamné aurait commandé un repas démesuré comportant 2 steaks de poulet frits, un triple cheeseburger au bacon, une livre de porc au barbecue, 3 fajitas, un bol de gambas frits, une pizza à la viande, un livre de glace et une plaque de chocolat au beurre de cacahuètes avec des éclats de cacahuètes dessus. Et en fait, le repas a été ramené, ils ont accepté, mais ils ont ramené le plat à une proportion à plus faible. $40. Plus faible. Mais en fait, ils l'ont mis plus faible, mais en fait, le truc marrant, c'est que le détenu, il a pas voulu. Donc, et la dernière question que je me suis posée, qui est pour moi la plus intéressante, c'est est-ce que aux États-Unis, une exécution est plus économique qu'une sentence de vie à la prison? Tu peux la redire, ça? Oui, l'exécution, elle est plus économique qu'une prison à vie? Bah oui, je pense. Ah oui, je pense. Bon, pour qui pose la question, ça doit être non. On va dire ça. Donc en fait, il y a une étude qui a été faite en 2003 qui estime que le coût moyen de toute procédure qui entoure la peine de mort, par exemple au Kansas, est environ $1,26 million contre $740 000 pour une incarcération. Ah, j'aurais jamais cru. L'incarcération d'une personne coûte $25 000 par an, soit 750 000 à $1 million si le condamné vit entre 30 et 40 ans à l'issue de sa condamnation. Donc une condamnation à mort, en tenant compte bien sûr de tous les coûts qu'il y a autour, alors les coûts juridiques, l'exécution, en fait ça revient à près de $3 millions. Donc non, ce n'est pas plus économique. J'aimerais bien voir le détail de ce qui coûte aussi cher. Enfin bon, tu ne l'as pas. Non, je l'ai pas. Mais... mais de toute façon, les frais juridiques. Parce que si c'est la chaise électrique, ils mettent. Non, mais les frais juridiques. Voilà. À ce point-là. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que pour la CAF, c'était intéressant. Oui, tout à fait. Il y a des choses c'est vrai que c'était assez étonnantes. Tout à fait. Et maintenant, c'était vrai que c'était assez gai. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on rit. Allez, moi, c'est Cyril. Cyril. Moi, donc ça va être mon tour. Alors, moi, le mot que je vais vous évoquer, enfin, plus que l'évoquer, je vais le dire. Je suis tombé dessus par hasard, hier ou avant-hier, et je me suis dit, je vais le prendre, et je garde celui que j'ai trouvé pour une autre fois. Voilà, le mot, c'est amphigourique. Ah oui, je l'ai jamais vu. Amphigourique. Amphithéâtre, je connais. Il va dans l'eau, non? Rien à voir. C'est une bourrique qui est dans un amphi, non? Amphigourique. Alors, si je vous dis qu'il y a le caractère de l'amphigourie, ça va pas vous avancer vraiment du beaucoup. Tout. Par contre, si je vous dis que c'est une figure de rhétorique qui consiste à écrire un discours ou un texte de manière volontairement burlesque, obscure ou inintelligible. D'accord. Ah bon. C'est un exemple, je suppose. Je n'ai pas d'exemple. D'accord. Il va falloir l'imaginer, alors. Non, je voulais vous dire, il peut nous arriver des fois de ne pas être clair. Alors, ça, c'est un texte ou un discours et de ne pas être clair nous-mêmes. Et donc, on est à ce moment-là amené à faire de l'amphigorique. Il y a des humoristes, j'imagine, qui faisaient des discours, mais des sketchs adaptés de l'amphigorique. C'était celui qui Péchaud, comment il s'appelait cet humoriste? Pierre Péchin. Je pense que Pierre Péchin faisait, dans sa construction de ses sketchs, de l'amphigorique. Ah bah, tu es très amphigorique ce soir. Oui, je trouve aussi, je suis un peu fatigué, je suis pas très clair. Mais voilà, le mot du jour, donc je le répète, chers amis auditeurs et auditrices, amphigorique. Voilà, tout simplement. Et non pas bravo. bourrique. Bravo. D'huître, bien sûr. Oui. Bon, eh bien, je crois qu'à 19h34, il va être l'heure de rendre l'antenne. Tout à fait. Alors, il y a un dernier morceau. Bien sûr. Hein, oui. Ah, attention, on n'a pas dit de qui il s'agit, mais non. Mais on va le dire. C'est le choix de Philippe. Oui, c'est mon choix, madame. Alors pourquoi Philippe ce choix? Tu peux dire d'abord de qui il s'agit Alors il s'agit de Philippine Lavray et le titre c'est Profil droit. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce qu'on aime bien. On aime bien Philippine, voilà. Ça c'est la première raison. Mais j'ai volontairement pris Profil droit parce que c'est Philippine a été un peu comment dire
comment dire ça, C'est vrai, complexée par son nez. Et elle en a fait une chanson aujourd'hui pour dire que ça sert à rien d'avoir des complexes. Et puis je me suis dit que ça pouvait bien coller aussi avec tout ce harcèlement qu'il peut y avoir à l'école, quand un gamin a les oreilles décollées, qu'il a les cheveux roux, qu'il est un peu gros, qu'il a un grand nez, ou voilà, et tous les autres peuvent se foutre de sa gueule. Et je trouve qu'elle a trouvé une belle parade pour pas qu'on lui en parle, en fait. C'est elle qui a écrit la chanson, ouais. Et je voulais passer Philippine aussi parce que dans quelques mois, dans un peu moins d'un an, en février 2026, alors en février 2026, ça va se passer au Havre, mais ça va commencer ailleurs avant. En fin 2025, début 2026, elle va jouer dans une comédie musicale qui s'appelle La Légende de Monte Cristo. Et tapez bien La Légende de Monte Cristo parce qu'il y a une autre comédie musicale qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. C'est pas celle-là. La Légende de Monte Cristo sera donc jouée au Havre, alors je crois de mémoire, mais je vais pas vous donner le jour précis, je crois que c'est le 26, mais c'est en février 2026. Et donc voilà, avec Philippine Lavray, notre chanteuse havraise, donc voilà, je voulais lui faire un petit coup de pub. Excellent. Donc voici Profil Droit. Et donc nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio, et ça sera le lundi 26 mai 2025 pour nos retrouvailles autour du micro. Très bien. Formidable. Magique. Formidable. Allez, Alain, tu conclus l'émission avec ce titre. Et si tu faisais une bourde, t'en as pas fait? Eh ben, je n'en ferai pas, voilà, puisque c'est ça. C'est bien fait pour vous, voilà. Allez, on se retrouve. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Et on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Bye. Salut. Ça fait longtemps, je suis fatiguée, que je me regarde que d'un côté. Longtemps, car on ne naît pas sur un nez d'égalité, pas sûr d'être beau comme on est. Et ça, mon profil droit le sait. J'ai mis 20 ans à l'accepter, si l'on peut dire ça, excepté que je veux tant me l'accorder. Après tout, il faut essayer, j'ai aussi le droit de l'aimer. Mon profil droit comme il est. Demain, j'ai rendez-vous avec l'acceptation de soi. J'ai peur, j'avoue, mais j'irai même si j'aime pas ça, car non, j'ai pas confiance en moi, un peu comme ça. On y a le droit et de ce pas. Moi j'y vais du profil droit. Pendant que profil gauche m'éveille, puisqu'il dort bien sur son oreille, profil droit se demande pourquoi tous les deux ne sont pas pareils. Et il dort jamais, profil droit, quand il est face à un garçon qu'on aime bien. Quand une caméra se met sur son chemin, quand il se cache à moitié de ma main pour ne plus exister, profil droit adoré. Demain, j'ai rendez-vous avec l'acceptation de soi. J'ai peur, j'avoue, mais j'irai même si j'aime pas ça, car non, j'ai pas confiance en moi, un peu comme toi. On y a le droit et de ce pas, on y va du profil droit. C'est décidé ce soir, le rendez-vous avec l'acceptation de soi. Fait peur, j'avoue, mais j'irai même si j'aime pas ça, car si j'ai pas confiance en moi, alors en quoi? Il n'y a rien de mieux que soi quand on aime son profil droit.